close. There should be an oasis in... Bonsoir et bienvenue à bord de l'Universalis. Alors, je suppose que si vous êtes là, c'est pour tout savoir du scénario d'Assassin's Creed 2. C'est bon? Nous sommes entre gens qui n'ont pas peur des spoilers? Ok, let's go! Nous reprenons donc l'histoire avec Desmond, toujours au même point qu'à la fin du premier épisode, sauf qu'on apprend, lors d'un résumé un peu trop expéditif et blindé de raccourcis pas forcément juste, que Lucy s'est faite virer. Pardon? Les Templiers peuvent virer sans éliminer? Ouais, connaissant les Templiers, il y a de fortes chances pour qu'elle passe pas la nuit. On peut donc supposer qu'il s'est passé quelques jours, voire quelques semaines, quand soudain débarque Lucy. Elle nous fait sortir de notre cellule et semble avoir hacké les caméras de sécurité et bidouillé 2-3 trucs, histoire de nous assurer une petite dizaine de minutes de répit pour pouvoir s'enfuir. Mais elle insiste pour que Desmond entre d'abord dans l'Animus. Pendant ce temps, nous assistons à une corrélation de données entre le sujet 16, celui qui a laissé toutes ses marques dans la chambre de Desmond, et le sujet 17, c'est-à-dire Desmond lui-même. Cela permet de localiser une période dans l'Italie de la Renaissance, et notre héros assiste à la naissance de son nouvel ancêtre, Ezio Auditore. Une scène qui ne sert strictement à rien, faut dire ce qui est. Vient alors une fuite effrénée à travers les locaux d'Abstergo, qui n'est pas crédible une seule seconde. Au pluriel, on dit des animis ou des animaux? Mec, on te fait évader. Tu pourrais éviter les questions connes? Ensuite, ok, que Lucy ait pu bidouiller assez de trucs pour empêcher les gardes d'ouvrir les portes, je peux l'accepter. Elle a aussi dû s'arranger pour pirater les communications, raison pour laquelle aucune alerte ne s'est déclenchée malgré le fait qu'ils aient été repérés. Ce qui signifie qu'ils ont un putain de bon pirate informatique avec eux. On va le noter pour les futurs jeux, ça. Sauf que malheureusement, ils tomberont sur un groupe de gardes dans le parking. Un groupe aussi nombreux dans le parking, alors qu'ils n'en ont quasiment pas vu un seul dans les locaux. On a donc droit à une petite séquence de baston, à coups de poing. Sérieux? Ouais, les gardes n'ont absolument aucune arme à feu, aucune matraque, rien. Ils se battent à coups de poing. Ce qui aurait largement pu suffire pour étaler Desmond, ceci dit. Suite à un trajet en voiture, Desmond est débarqué au QG des assassins, où on rencontrera Rebecca, la geek programmeuse spécialiste de l'Animus 2.0. Au passage, cette précision que le nouvel Animus est plus performant est une manière de préciser pourquoi l'interface change d'un jeu à l'autre. J'ai trouvé ça bien pensé. Et Sean Hastings, un Britannique qui se chargera de mettre à jour les données historiques nécessaires. Et il faut avouer que le courant passe plutôt mal entre lui et Desmond, Sean ayant une fâcheuse tendance à balancer un tas de vannes. Pleure pas, t'es un grand garçon. Sean! Ouah. Desmond est alors plongé dans l'Italie du XVe siècle où il incarne le jeune Ezio Auditore, un jeune Florentin de 17 printemps, coureur de jupons et escaladeur émérite, qui profite de sa riche ascendance pour avoir la belle vie sans travailler. Je suis désolé, mais c'est totalement ça. Ezio et son grand frère sont des putains de tirs au flanc qui ont pour seul but de perpétuer le génome dans toute la ville. D'ailleurs, le garnement a une fâcheuse tendance à se chercher des noises avec Vieri des Pazzi, un membre d'une famille rivale des Auditore. Et au cours d'une escarmouche, notre héros est alors blessé au visage, lui infligeant exactement la même cicatrice que Desmond. Ok, alors j'ai rien dit jusqu'à présent, mais je crois qu'il est nécessaire de faire un petit point. Nos ancêtres n'étaient pas nos copies conformes. Ou plus exactement, nous ne sommes pas des copies conformes de nos ancêtres. Ouais, ça passe mieux. Si vous remontez 3 siècles en arrière, vos aïeux n'auront pas du tout les mêmes tronches que vous, sauf sacré coup de bol. Après, qu'Altaïr et Ezio partagent les traits de Desmond ne m'avait pas choqué. Pour moi, c'était une manière de montrer que Desmond voyait à travers les yeux de ses ancêtres. Mais le coup de la cicatrice que Desmond, Altaïr et Ezio ont exactement au même endroit, c'est un peu too much. Enfin bon, suite à une série de tâches accomplies pour son père, Ezio découvre, catastrophé, que son père et ses frères ont été emmenés par les gardes, ne laissant que sa sœur Claudia et sa mère. Il se lance donc dans l'escalade de la prison, retrouvant son père, qui implore le jeune garçon de trouver une salle secrète dans son bureau et d'y récupérer tout ce qui s'y trouve. Ezio se plie à cet ordre et finit par repérer la cachette, récupérant ainsi la fameuse tenue surchargée d'assassin de son père, ainsi qu'une lame secrète brisée et une épée. C'est à partir de cet instant, maintenant que vous avez une épée pour vous défendre, que les gardes choisiront de ne plus vous attaquer à main nue. Hé, rangez vos épées. Vous êtes censé m'arrêter, non? Non! Sacrément bon timing. Suivant la volonté de son père, Ezio va alors confier à Uberto Alberti, l'ami de la famille, les preuves de leur innocence. Uberto affirme qu'il les produira devant le procès, permettant l'acquittement des Auditore. Mais débarquant le lendemain, Ezio assiste impuissant à la trahison d'Uberto qui fait pendre les siens. Il tente d'intervenir mais est rapidement désarmé et contraint à la fuite, alors que toute la garde est désormais à ses trousses. Il trouve alors refuge chez Paola, la sœur de sa domestique, qui tient une maison de courtisane. Celle-ci lui offre son aide, lui apprenant à se fondre dans la foule, mais aussi à faire les poches des passants. Puis, afin de venger sa famille du traître Uberto, Ezio passe chez Leonardo da Vinci, qui avait été rencontré en introduction, afin de lui demander de réparer la lame secrète, avant d'accomplir sa funeste besogne, tout en appliquant les conseils de Paola. Après cela, Paola lui enseignera comment faire diminuer sa notoriété. Attendez, what? Paola, tu ne penses pas qu'il aurait été plus utile de lui apprendre ça, genre
avant qu'il décide de buter un Gonfaloniere, c'est-à-dire un mec qui applique la justice et qui est largement connu du grand public? Non, je suis le seul que ça choque? Après ça, Ezio quitte la ville de Florence avec sa mère et sa sœur, rejoignant la ville de Montelligioni, tenue par son oncle Mario. Malheureusement, le petit groupe a la mauvaise surprise d'être pris en embuscade par Vieri de Pazzi et ses soldats. Comment ils ont pu deviner où ils allaient se réfugier d'abord? Mais Vieri et ses hommes sont eux-mêmes piégés par les mercenaires de Mario, le contraignant à fuir. C'est moi, Mario! It's me, Mario! Oui, je sais, cette blague était super prévisible, mais j'ai pas pu me retenir. Une fois sur place, Claudia est mise au travail par Mario, qui la contraint à tenir les comptes, tandis que la mère reste prostrée à prier devant les plumes que collectionnait le petit Petruccio. Mario expliquera d'ailleurs à Ezio, après un solide entraînement pour lui apprendre à se battre, tout ce qu'il sait sur la guerre entre assassins et templiers, dont les Pazzi font tous partie. Mais en apprenant qu'Ezio compte s'enfuir, bah oui, il a eu sa vengeance. Le principal pour lui, c'est surtout de garder le reste de sa famille en vie. Le reste, il s'en cogne un peu. Mario prend donc la mouche et s'en va déclarer la guerre tout seul à Vieri de Pazzi. Désireux de ne pas l'abandonner et se disant que finalement ce serait pas une mauvaise idée de se débarrasser du l'emmerdeur en chef qui le harcèle depuis le début du jeu, Ezio le rejoint et après une rapide diversion visant à ouvrir les portes de la ville, combattra et éliminera Vieri. J'aurais voulu que ton agonie soit beaucoup plus douloureuse. Tu as le sort que tu mérites, tu m'entends? J'espère que tu... Arrête, Ezio! Un peu de respect. Du respect? Après ce qu'il nous a fait? Et lui, vous croyez vraiment qu'il nous aurait traités avec plus d'égard? Tu n'es pas Vieri. N'agis pas comme lui. Sauf qu'il découvrira sur lui les pages du codex. Des feuilles aux informations cryptées rédigées par Altaïr himself, et qui contiennent toutes de précieuses informations et connaissances. Apprenant de Mario que réunir toutes les pages pourrait conduire à quelque chose d'impressionnant, le vieux mercenaire lui enseigne aussi l'existence de l'armure d'Altaïr, gardée dans une crypte qui ne s'ouvrira qu'avec les emblèmes de 6 assassins réputés, dont les tombes ont été déplacées en Italie quelques siècles plus tôt. Pourquoi en Italie précisément? Parce que... Bon, par contre, j'anticipe déjà les commentaires. Pourquoi ne pas tout simplement défoncer ou détruire de simples grilles forgées? Bah, tout simplement parce que, grâce à l'orbe d'Éden, Altaïr a conçu une armure aussi légère que résistante, et m'est avis que les grilles ont aussi bénéficié des connaissances de l'artefact. Donc pas destructible pour le premier venu. Après, on peut toujours débattre, mais pour moi c'est logique. Cependant, dans la crypte, certains assassins anciens sont connus pour avoir éliminé des personnalités célèbres. Bon, autant je peux accepter les meurtriers de Caligula, Quincy, tout ça, mais si on admet dans la crypte des plus grands assassins un mec qui a juste blessé le cheval de Genghis Khan, ok, ça a fini par le tuer, mais quand même. Mais pour la tueuse d'Alexandre le Grand, il y a eu utilisation de poison. Or le poison, déjà à l'époque d'Altaïr, était considéré comme une arme de lâche par les assassins, qui ne l'utilisaient jamais. Mais bon, Alexandre le Grand c'était en 300 avant notre ère si je me plante pas, Altaïr en 1191, ouais, les pratiques des assassins ont eu le temps d'évoluer. Ça me paraît bizarre mais je vais passer l'éponge là-dessus parce qu'avec un délai pareil il a pu se passer tout et n'importe quoi. Ezio retourne donc à Florence avec l'intention de faire subir à Francesco de Pazzi le même sort que son fils. Et ce faisant, il fait déchiffrer les pages du codex par Leonardo, s'assurant ainsi de nouvelles compétences d'assassinat, une seconde lame secrète, ainsi qu'un allié de poids dans la lutte contre les Templiers. Et au final, Léo lui conseille, pour approcher Francesco, de demander aide à la Volpe, le maître des voleurs. Ce dernier permet à Ezio de découvrir la toute première crypte des assassins, au sein de laquelle se sont rassemblés les Templiers, qui projettent d'assassiner Lorenzo de Medici ainsi que son frère Giuliano, dans le but de s'assurer tout pouvoir dans Florence. Ezio intervient alors durant l'assassinat, protégeant Lorenzo au péril de sa vie, mais sans rien pouvoir faire pour son frère. Il conduit le noble à l'abri chez les amis, tandis qu'une véritable guerre civile envahit les rues de Florence. Sans aucune pitié pour ceux sur son passage, Ezio finit par atteindre Francesco, qui meurt en tentant de s'enfuir, avant de servir d'objet de décoration pour effrayer les autres émeutiers. Malheureusement, alors que Lorenzo est finalement rétabli, il apprend à Ezio que les autres membres de la conjuration des Pazzi, Jacopo de Pazzi, Antonio Maffei, Francesco Salviati, Stefano da Bagnone et Bernardo Baroncelli se sont comme par hasard enfuis de la cité sans qu'on puisse les arrêter. Sérieux les mecs? Mis au jus de l'affaire, Mario lance ses éclaireurs à travers toute la Toscane, permettant de repérer les différents membres de la conjuration qu'Ezio éliminera les uns après les autres, avant de s'en prendre à Jacopo de Pazzi, qu'il choisit de suivre dans l'espoir que ce dernier le mène à ses complices. Et au passage, Ezio peut voir le grand maître des Templiers exécuter de lui-même Jacopo, avant de dévoiler Je suis désolé de t'avoir devancé, assassin. Qu'il savait pertinemment qu'Ezio était dans le coin. Ok, alors, ce genre de retournement de situation, c'est nullissime, et c'est un cliché qu'il serait plus que temps de bannir. De toute forme de fiction. Les gardes s'en prennent donc à Ezio, permettant à ses cibles de s'enfuir, et ne laissant que Jacopo, qu'Ezio choisit de planter. Alors, je suis pas médecin, mais je pense qu'avec un coup de poignard dans le ventre et une épée en travers de la gorge, je pense pas qu'une lame secrète va y changer grand chose.
Par ailleurs, Ezio n'essaie même pas de l'interroger avant qu'il crève, alors qu'il aurait pu lui poser pas mal de questions, mais bon. Pour déchiffrer une nouvelle page du codex, Ezio tente alors de joindre Leonardo, qui a déménagé pour Venise après avoir postulé une offre d'emploi. Sacrée coïncidence, mine de rien. Découvrant ainsi qu'il transbahute une machine qui, selon lui, pourrait permettre à un homme de voler dans les airs. Mais malheureusement, sur le chemin, les deux compères sont victimes d'une gigantesque embuscade, s'étendant sur plusieurs kilomètres et agrémentée de flèches enflammées ainsi que de cocktails Molotov. C'est alors que Ezio abandonne son ami, prétextant que les gardes sont là pour lui. Ok, sauf que non. Non parce que, vu l'embuscade et la débauche de moyens employés, c'est que les Gugus en question savaient pertinemment que leur cible viendrait et qu'elle passerait spécifiquement par ce chemin, sauf que même si on se doute qu'Ezio allait finir par rejoindre Venise, on ne pouvait pas dire quand il allait faire le voyage, ni par quel moyen. Si encore Ezio avait pris la caravane, je dis pas, mais là il est venu à cheval. Comment les Templiers auraient pu s'organiser à ce point pour préparer un système de défense aussi énorme à temps? Non, parce que si effectivement il y avait des espions pour indiquer quand il arriverait et par où il passerait, il n'y aurait pas eu le temps de préparer autant de trucs. À mon sens, c'est pas possible. Enfin bref, Ezio se débarrasse sans peine de la cinquantaine de gardes restantes pour finalement rejoindre la campagne de Forlì afin de prendre le bateau pour Venice. Mais Ezio n'ayant pas de laisser-passer pour monter à bord, il est obligé de s'en trouver un. Heureusement, purement par hasard, Catalina Sforza, la big boss des lieux, est bloquée sur un îlot et hurle pour qu'on vienne l'aider. Alors déjà, sacrée coïncidence qu'elle ait besoin d'aide pile au moment où Ezio aurait besoin de la sienne, mais en plus, comme je l'ai précisé, Signorina Sforza est la maîtresse des lieux. Je vois donc pas comment elle aurait pu se retrouver bloquée ici. Et bah même si ça arrivait, parce que après tout les manques de bol, ça peut arriver à n'importe qui, comment ça se fait que personne ne vienne l'aider? Elle est pas censée avoir des gardes ou autre chose? Genre des mecs qui veillent sur elle pour s'assurer que rien ne lui arrive? Enfin bon, reprenons. Grâce à l'influence de la belle, Ezio parvient donc à embarquer sur le pont, et c'est à ce moment que le jeu choisit de faire une pause. En effet, malgré ses progrès impressionnants, Desmond est sorti de sa stase. Parce que rester trop longtemps dans l'animus, c'est pas une bonne chose. Une exposition prolongée à l'animus aurait des effets secondaires. Génial. T'as aucune raison de t'inquiéter. Tu ne présentes pas de symptômes pour l'instant. Symptômes? Quels symptômes? Dédoublement de personnalité, hallucinations temporelles, troubles cognitifs, perception erronée, entre autres. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que... Ce qu'on veut dire, Desmond, c'est que si tu ne fais pas attention, tu n'auras plus besoin de l'animus pour rejoindre tes ancêtres. Remarque, si tu arrives à te contrôler, pourquoi pas, mais jusqu'ici, personne n'a réussi. Ce qui explique un peu pourquoi Lucie insistait aussi souvent pour ne pas le laisser trop longtemps dans l'animus lors des sessions chez Abstergo. Et l'animus de Rebecca étant plus perfectionné, on peut supposer que le temps s'y déroule plus vite, permettant à Desmond d'accomplir plus de choses en moins de temps. Du coup, ça permet d'empêcher les coupes trop régulières et prévisibles qu'on avait dans l'épisode précédent. Et au passage, Lucie choisit d'en profiter pour déterminer les conséquences de l'effet de transfert. L'effet de transfert, c'est un élément en demi-teinte. Depuis l'épisode 1, Desmond a compris qu'à force d'utiliser l'animus, les souvenirs de ses ancêtres pouvaient se télescoper avec les siens. L'animus 2.0 ajoutait à cela un transfert de capacité, ce qui apprendra à Desmond à escalader et à se battre tout comme Ezio en était capable. Oui et non. Je veux bien que Desmond puisse hériter des souvenirs, des instincts et de l'expérience de ses ancêtres. C'est même logique, à force de voir le monde par leurs yeux, de vivre ce qu'ils ont vécu. Mais le corps de Desmond ne se fortifie pas, et rester 2 semaines allongé dans un fauteuil ne va pas le muscler. Bon, là je chipote, ça reste une logique de jeu vidéo et ça ne cause pas de problème majeur. Là c'est juste un détail que moi j'aime pas trop. Bref, Lucie et Desmond en profiteront pour discuter, malgré quelques hallucinations sans grande importance. Et ils parleront notamment du sujet 16 et des raisons pour lesquelles leur équipe étudie à ce point l'Italie de la Renaissance. Ce qui en permet d'en savoir un peu plus sur Lucie. Étant sous couverture chez les Templiers, elle a dû faire subir à 16 des choses absolument atroces, parce qu'elle pouvait rien faire d'autre et elle s'en veut désormais à mort. En effet, le sujet 16 a tellement subi les conséquences de l'effet de transfert qu'il en est devenu fou avant de mourir. Mais ça lui a permis d'apprendre énormément de choses, non seulement l'existence d'un fameux sanctuaire, et d'un mystérieux souvenir appelé la vérité, qu'elle a dissimulé dans le code de l'animus. Ce qu'on retrouve effectivement dans l'animus 2.0 parce que Lucie a dérobé la mémoire centrale de celui d'Abstergo, permettant de synchroniser les informations et les données, et très certainement de rendre l'outil un peu plus performant. C'est sans doute la raison pour laquelle Desmond y a accès. Par contre, j'ai un peu plus de mal avec l'idée qu'un mec, perdant totalement pied avec la réalité, puisse accumuler assez de logique pour écrire probablement des milliers de lignes de code afin d'ajouter un élément dans la mémoire centrale de l'animus. Une technologie ultra avancée et inconnue du grand public, et qui était probablement sous très haute surveillance au sein même de l'entreprise l'ayant conçue. Retour au QG donc, où en fin de compte, Desmond subit une nouvelle hallucination, plus violente que les autres, qui le fait s'évanouir. Il se met alors à rêver de Masyaf à l'époque d'Altaïr, où celui-ci semblait poursuivre une cible, qui n'était autre que Maria Thorpe, la templière du premier épisode avec laquelle il a noué une relation amoureuse.
Alors, j'aurais pu dire que ça faisait tirer par les cheveux. Mais en l'occurrence, Desmond aussi est surpris en voyant ça, et comme Maria a très bien pu choisir de changer de camp, d'ailleurs l'histoire de la relation entre Maria et Desmond sera davantage étoffée au cours de Assassin's Creed Bloodlines, que je ne testerai pas, parce qu'il est sorti sur PSP et que je n'ai pas de PSP. Vous m'excuserez, j'ai pas envie de dépenser des milliers des cents pour juste jouer à un jeu. Et vient alors une scène très claire, qui explique bien le système de lecture des souvenirs, et qui est également très logique. Malgré les quelques interférences électroniques, particulièrement étranges vu que Desmond n'est pas dans l'Animus, Altaïr va finir par laisser Maria après ce qu'on imagine une nuit d'amour. Mais la caméra refuse de le suivre, nous laissant avec la jeune femme, passant alors en vision d'aigle sur l'utérus de la Lady. Et là, c'est une règle d'or qui vient d'être instaurée. Parfaitement crédible. À partir du moment où un nouvel ancêtre a été créé, on ne suivra plus son géniteur. Puisqu'effectivement, l'ADN contient la mémoire des ancêtres jusqu'à la conception du môme. Faut pas déconner non plus. On est dans un univers qui essaye d'être un minimum réaliste et cohérent. On n'est pas dans JoJo's Bizarre Adventure non plus. Desmond finit par se réveiller, un peu choqué, et Rebecca vient l'accueillir comme s'il avait trop dormi. Les mecs, vous êtes au courant qu'il s'est évanoui dans le couloir? Et que vous lui aviez dit il y a pas 2 minutes que l'effet de transfert pouvait avoir des conséquences sur son mental? Alors, je sais pas moi, mais si j'avais eu à faire un événement comme ça, je pense que j'aurais fait surveiller Desmond, médicalement parlant. S'il est si important que ça pour les assassins, on va pas prendre un évanouissement pour une petite sieste. Je veux bien que tout le monde parmi les assassins soit pas des flèches, mais enfin, quand même. Genre là, c'est Desmond qui s'inquiète pour Lucy, parce qu'elle a appris que 2 autres équipes d'assassins ont été éliminées. Ok, c'est grave, mais je crois que risquer de perdre Desmond aurait dû un peu plus te chambouler que ça. Bon, peut-être pas au point de lui tenir la main jusqu'à ce qu'il reprenne conscience, mais au moins avoir une mini réaction de soulagement en le voyant se réveiller. Suite à ça, nouveau plongeon dans la Venise de la Renaissance, où Ezio prend conscience de l'influence néfaste d'un certain Emilio Barbarigo pour la cité. En observant sa demeure, Ezio renonce à l'escalader en raison de trop grands espaces vides présents, quand il voit une bande de voleurs détournant l'attention des gardes et permettant à une jeune femme d'escalader la bâtisse, franchissant sans peine ce qui aurait été un obstacle pour Ezio. Une escalade malheureusement vouée à l'échec à cause de nombreux archers surveillant la façade, contraignant la pauvre damoiselle à fuir après avoir reçu une flèche dans la jambe. Enfin, ça n'empêche pas de traiter à un sacré bon rythme mine de rien. Ezio l'escorte donc jusqu'au QG de la guilde des voleurs de Venise, lui permettant de rencontrer leur chef, Antonio, qui soigne la jeune femme, qui s'appelle Rosa au passage, et affirme savoir qui est Ezio et deviner ses intentions. Il lui propose alors une alliance afin de lutter contre Emilio Barbarigo, et Ezio en profite pour apprendre à escalader comme les voleurs en sont capables. J'ai pas grand chose à redire là-dessus pour le coup. Ezio a beau être un grappeur émérite, on a toujours besoin d'un prof pour apprendre des nouveaux trucs, on ne peut pas tout découvrir tout seul. Ezio va alors aider à la mise en place du plan d'Antonio avant de lancer l'assaut. Remplacer les archers par des voleurs déguisés, permettant ainsi à la zone vue tout à l'heure d'être escaladée sans crainte. Ce qui permet à Ezio de surprendre une conversation animée entre Barbarigo et un sombre inconnu, avant de pouvoir frapper et d'éliminer sa cible principale. Et c'est une fois qu'il n'y a plus aucune menace que le groupe de voleurs archers débarque et qu'on ouvre la porte aux autres voleurs. Ouais, alors perso, une fois introduit dans la zone, j'aurais commencé par ouvrir les portes et demander aux archers de neutraliser toute menace, avant de m'occuper de Barbarigo. Ce qui au passage aurait probablement empêché l'inconnu de s'enfuir, mais bon. Ayant entendu le lieu du rendez-vous des Templiers, Ezio va alors les prendre en filature et écoute attentivement tout ce qu'ils se disent, lui permettant d'apprendre les intentions des Templiers d'éliminer le Doge de Venise, afin de mettre un des leurs sur son trône. Et il apprend aussi que le grand maître des Templiers, le Maestrio, l'Espagnol, serait en personne à Venise. Et voilà que l'Espagnol débarque, remettant tout le monde à sa place et leur rappelant que c'est pas à eux de décider ou d'échafauder des plans. En gros, c'est moi qui commande, contentez-vous d'obéir. Mais alors qu'un projet d'empoisonnement se concrétise sur le pont du Rialto, les Templiers se volatilisent. What? Quel idiot je fais. Je n'aurais pas dû les quitter des yeux. What? Est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Que le groupe de Templiers se soit séparé, et qu'Ezio n'ait pas pu en suivre plus d'un, ça peut se comprendre, il peut pas se doubler. Mais qu'il perde l'intégralité de ses cibles, alors qu'elles sont pratiquement toutes des vieux croulants, et qu'elles se trouvent sur un pont! Mais bordel! C'est des nobles! Des putains d'aristos! Pas des ninjas! Ils peuvent pas disparaître comme ça! C'est une putain de justification au scénarium! Vous pouviez pas, je sais pas, trouver plus intelligent? Genre Ezio qui se dit « Merde, je vais aller trouver Antonio pour qu'on mette en place un plan pour sauver le Doge. Et tant pis pour ma vengeance, ça attendra plus tard. » Je sais pas, ça aurait peut-être été plus crédible? Oui, c'est très con comme situation. Et vu les compétences martiales d'Ezio, il aurait très largement pu balancer un fumigène et éliminer tous les Gugus avant même que qui que ce soit ait pu s'enfuir. Si on était dans un jeu d'infiltration pure, Ezio n'aurait pas eu d'autre choix que de ne jamais affronter personne au corps à corps, ce qui aurait rendu impossible d'avoir tous les Templiers d'un coup. Mais non,
Vous avez décidé de le garder comme combattant quasi imbattable. Maintenant vous assumez, et vous arrêtez de tordre le scénario dans tous les sens pour justifier vos conneries. Merde! Ezio vient transmettre l'information à Antonio, qui manque presque de renoncer devant l'inaccessibilité d'entrer chez le Doge, à moins de se laisser pousser des ailes. Remarque qui rappelle un petit souvenir à Ezio. Quelques minutes plus tard, il débarque chez Leonardo, histoire de tester sa machine volante. C'est une réussite, bien que pas exceptionnelle, l'engin ne pouvant transporter son porteur suffisamment loin. Jusqu'à ce que Leonardo ait l'idée d'allumer de grands brasiers dans la ville, afin de provoquer des colonnes d'air chaud, permettant à Ezio de reprendre de l'altitude sans aucune peine. Manque de bol, de nombreux archers présents sur les lieux justement pour cette nuit-là, prendront aussitôt pour cible le monstre volant et le larderont de flèches enflammées. Ouais, vu qu'on s'était débarrassé des archers avant de s'attaquer à Emilio, on n'aurait pas pu faire la même chose dans la zone? Bref, Ezio pénètre dans le palais, mais trop tard. Le Doge a déjà été empoisonné, et Carlo se met à courir dans le palais en hurlant que l'assassin a tué le Doge. Dommage pour lui, il est rapidement rattrapé par Auditore qui l'élimine. Malheureusement, empoisonné et titubant, le Doge parvient jusqu'au rez-de-chaussée, accusant aveuglément Carlo de son empoisonnement. Mais sans aucune véritable indication ni preuve de son innocence, tous les soupçons se portent alors sur Ezio, qui est alors contraint de fuir. Il devient donc recherché par l'intégralité de la population, mais coup de bol, c'est l'époque du carnaval de Venise, ce qui fait que tout le monde déambule dans les rues masqué, empêchant ainsi votre notoriété de grimper tout du long. Et... non, désolé. Perso, carnaval ou pas, si Ezio persiste à garder la même tenue, ça servira à rien. Même en changeant les couleurs, je suis désolé, on le reconnaît à 30 km. Au passage, le déchiffrage d'une nouvelle page du codex permet à Leonardo de concevoir une arme à feu miniaturisée à embarquer sur le bras. Pour s'en prendre au nouveau Doge, Marco Barbarigo, il est nécessaire de retrouver Antonio, qui est à ce moment chez la sœur Théodora, une religieuse tenant une maison de passe. Bon oui, cette phrase a l'air bizarre dite comme ça, mais pour le coup, la raison est bien trouvée et bien expliquée. Je suis mariée au Seigneur. Marié au Seigneur, toi? Tu es une courtisane. Oui, et alors? Je ne vois pas où est la contradiction. Je vis ma foi comme je l'entends, et je fais ce que je veux de mon corps. Ce sont des choix qui ne regardent que moi. Comme de nombreuses jeunes filles, j'ai été attirée par la religion. Mais j'ai très vite été déçue par les soi-disant fidèles de cette cité. Pour la plupart des hommes, Dieu n'est qu'une idée très abstraite. Il ne touche ni leur âme, ni leur cœur. Les hommes doivent apprendre à aimer s'ils veulent trouver la rédemption. L'amour, c'est ce que mes filles et moi leur offrons. Quand j'ai compris qu'aucune église ne partagerait ma vision des choses, j'ai décidé de fonder la mienne. Elle n'est pas très conformiste, mais grâce à moi, jour après jour, le cœur des hommes grandit. Antonio, il faut qu'on parle. Ezio! Attends, t'es sérieux là? Tu vois un mec en tenue complète d'assassin, et juste à cause du masque, d'un putain de masque, tu es incapable de l'identifier? Bref, Ezio espère obtenir l'aide d'Antonio, qui n'est pas très chaud à l'idée de buter un nouveau Doge, car comme si ça ne suffisait pas, Barbarigo reste claquemuré en permanence dans son palais. Sauf que selon sœur Théodora, votre cible va justement sortir ce soir pour le carnaval. Sacrée coïncidence. Sauf que pour participer à la fête qu'il donnera, il faudra nécessairement disposer d'un des masques d'or spécialement conçus en série limitée pour cette occasion. Coup de chance, un de ces masques est justement mis en jeu pour la population à travers une série d'épreuves supervisées par Silvio Barbarigo et Dante Moro. Ezio remporte chacune des épreuves sans trop de difficultés, malgré les nombreuses tricheries du Templier, pour finalement voir la récompense raflée par Dante. Sans aucune raison, sous les huées du public, qui est lui-même peu crédule de la tricherie. Et là encore, il y a un problème. Pourquoi avoir mis le masque en jeu? Pour offrir un minimum de rêve et d'espoir au peuple et lui arracher aussi sec? Ah, si c'est ça, c'est du sadisme pur et simple. On y reviendra à la fin de l'épisode, parce que... si vraiment les gars ne voulaient pas voir un membre de la population participer à la fête, bah autant ne pas mettre le masque en jeu. Est-ce que c'était pour permettre à Dante de participer au festival? Mais en tant que garde du corps, il est censé être là en permanence. Alors je vois pas pourquoi il y participerait pas d'office. D'autant que par la suite, on voit bien qu'il arrive à rentrer sans masque d'or, donc parce que les Templiers ont deviné l'identité d'Ezio et lui ont mis des bâtons dans les roues pour l'empêcher de participer au festival? Ah, cette justification est totalement débile! Si Ezio avait bien été identifié par les Templiers, je vois deux conséquences possibles. Primo, les Barbarigo hurlent aux gardes de le tuer, ce qui dégénère en combat jusqu'à ce que mort s'en suive, et même si Ezio s'en tire, il sera toujours considéré comme un meurtrier sans pitié. Deuxio, Silvio ordonne aux gardes d'éliminer Ezio discrètement, en l'assommant par derrière ou autre chose avant de le balancer en cellule. D'une manière comme d'une autre, ces deux objectifs auraient été les plus logiques auxquels recourir. Et tertio, ils auraient au contraire pu se dire, les masques sont numérotés, et Ezio a gagné celui-là. Du coup, sitôt que les gardes voient un Gugus arriver avec le masque en question,
il l'encercle et l'arrête, histoire de l'empêcher d'atteindre le doge. Je veux bien que les Templiers soient pas des flèches, mais enfin là quand même. Du coup, cette tripotée de missions se révèle totalement inutile, et n'avait pour autre but que de montrer à quel point les Templiers sont méchants, menteurs et tricheurs. On va y revenir à la fin. Désolé, Ezio. Nous ne pouvions pas prévoir que Silvio allait tricher. Vraiment? Ben, pour le coup, contrairement à Antonio, je peux pas vraiment en vouloir à Théodora. Elle a raison. Pour quelqu'un qui est un minimum cohérent, il n'y avait absolument aucune raison de soupçonner une tricherie. Parce qu'il n'y avait pas de raison de tricher. Averti du départ de Dante pour le festival, Ezio choisit donc de dérober son masque. Oh putain de merde. Et j'arrive pas à croire à la débilité du truc là. Les masques sont numérotés! En d'autres termes, on sait précisément qui porte quel masque. Donc si jamais un autre gars que Dante Moro se ramène avec le masque d'or qu'il était censé avoir, il se fera repérer illico. Donc, Ezio met la main sur le masque, l'enfile, et sitôt passé le cordon de garde, tombe sur Théodora. Je veux pas savoir ce que tu fous ici, toi? Je croyais que seuls les gens qui portaient un masque d'or étaient autorisés. Bon, après, en tant que membre d'une maison de passe, elle a peut-être été invitée elle aussi, mais... Bordel, regardez la foule! Y a pas un seul putain de masque d'or chez les invités! Ça servait à quoi cette merde au juste? D'autant que, après quelques secondes, Dante Moro débarque, ce qui fait que les gardes sont désormais en état d'alerte maximale. Bon, pour le coup, c'est logique, même si le coup du masque d'or reste totalement gadget. Ezio aurait pu se contenter de se faufiler par les toits, en butant la masse d'archers, que ça aurait strictement rien changé au gameplay. Il aurait toujours été contraint d'être discret au milieu d'une zone rouge. Barbarigo finit donc par apparaître, mais demeure tranquillement à bord de son navire. Et Ezio ne peut l'atteindre qu'avec son fameux pistolet. Ah bah putain, heureusement qu'il l'a ce pistolet! Il lui a rendu tellement de services! Alors qu'il vient à peine d'être construit! Oh, merde! Je m'attendais pas à devoir le faire remplacer aussi vite ce compteur. Et sitôt le doge mort, Ezio est immédiatement repéré par les gardes, alors que le bruit des feux d'artifice était censé détourner l'attention du pistolet, et qu'Ezio était à ce moment dissimulé par des courtisanes. Messieurs les développeurs, allez vous faire enculer, tous autant que vous êtes. Après tous ces événements, c'est Agostino Barbarigo qui devient le nouveau doge de Venise. Sauf que ce Barbarigo-là est notre allié, et il invite cordialement Ezio et Antonio à discuter de la suite des opérations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Ezio est censé être recherché mort ou vif pour l'assassinat non pas d'un, mais de 2 doges. Comment ça se fait que plus personne ne le recherche, et qu'il puisse entrer sans aucune difficulté dans le palais ducal? Alors en effet, peut-être qu'Agostino a publié une annonce comme quoi Ezio était innocent. C'est possible. Mais vous pouvez prévenir? Parce que pour le coup, la première fois où j'ai joué cette scène, je m'attendais clairement à un piège. Bah, il marche encore lui? Mais non, tout va bien. Et on apprend que Silvio, le tricheur, est retranché dans l'arsenal avec environ 200 mercenaires. Le doge étant impuissant à agir tant que sa nomination n'est pas entérinée, Ezio recourt au service de Bartolomeo d'Alviano. Manque de bol, il tombe juste sur un de ses hommes qui lui explique que les gardes de Silvio l'ont emprisonné. Les gardes de Silvio. Ils étaient pas censés être tous retranchés en l'arsenal? Ezio va donc libérer Bartolomeo, un grand mercenaire à grande gueule, qui une fois devant sa propriété se précipite à l'intérieur, inquiet au sujet d'une certaine Bianca, qui se révèle au final être son épée. Bah, il y a des fétichistes de tout, vous savez, hein. Je sais, c'était totalement gratuit. Une fois ceci fait, Bartolomeo envoie Ezio disséminer ses hommes un peu partout dans le quartier, histoire de titiller un peu Silvio et le pousser à envoyer ses mercenaires au combat. J'ai quelques difficultés à piger le truc là. Qu'il veuille pas attaquer le camp retranché parce que ce serait aller à l'abattoir. Ok, c'est tout à son honneur. Mais en quoi mettre des gugus autour forcera Silvio à envoyer ses hommes se battre? Ah bon, passons. Et c'est le début de l'assaut. Ezio participe à la bataille, sauf que Dante et Silvio finissent par fuir en direction d'un bateau qui s'apprête à lever l'ancre. Ezio parvient à les rattraper juste à temps et à les éliminer. Dans un dernier sursaut de volonté, Dante, qui était soumis à la volonté de Silvio suite à une blessure grave à la tête, avoue que le bateau devait rejoindre Chypre, car les Templiers y recherchaient quelque chose. Ezio s'attellera donc à de longues recherches afin de déterminer quel pouvait être l'objectif final des Templiers. Et il est pris d'un violent coup de déprime le jour de son anniversaire, car il se rend compte que ça fait plus de 12 ans qu'il s'est lancé dans sa quête de vengeance. Ce qui est compréhensible. Ezio avait 17 ans quand tout a commencé, et à cet instant-là, il en a 29. Ce qui signifie qu'il a passé presque la moitié de sa vie à courir après des meurtriers pour se venger. Je suppose que, quand ça t'arrive, que tu t'en rends compte et que tu fais un bilan de ta vie, ça doit pas être la joie.
Sans compter que, comme Ezio le dit lui-même, Déjà 10 ans que je traque les responsables. Et aujourd'hui, je touche au but, mais je ne sais toujours pas pourquoi ils ont été assassinés. tu m'étonnes qu'il déprime le pauvre. Rosa tente de lui remonter le moral et lui apprend qu'elle a mis la main sur le compte-rendu de l'arsenal, sur lequel est indiqué quand devait partir le navire pour Chypre et surtout quand il doit revenir, à savoir dès le lendemain. Bon, au-delà de la coïncidence, je m'y connais pas trop dans tout ce qui est maritime. Ceci dit, avant qu'on invente les radios longue distance, je pense pas que les ports pouvaient savoir à l'avance quand un navire allait rentrer. Et je suis pas sûr que ce soit le genre d'information qui transite par pigeon voyageur. Mais pour le coup, je peux me tromper, donc je vais pas trop la ramener. N'empêche, ça aurait été quand même plus simple de dire « Hey, on a eu des nouvelles d'un bateau qui vient de Chypre et qui s'apprêterait à accoster à Venise ». Là, effectivement, les origines de l'info seraient floues, mais on aurait plus de mal à critiquer. Leonardo débarque et explique à Ezio qu'il a remarqué des inscriptions sur les 2 dernières pages du codex traduites, y révélant une phrase prédisant la venue d'un prophète dans une ville de l'eau, et qui indiquerait l'emplacement d'un sanctuaire une fois toutes les pages réunies. Une conversation qui permet à Ezio de comprendre que le bateau pour Chypre avait pour but de récupérer un orbe d'Éden pour le ramener à Venise, et ainsi permettre l'accomplissement de cette prophétie. Et c'est là que tout s'éclaire pour Ezio, la mort de ses parents, ainsi que tous les projets des Templiers qu'il a contrecarrés. Tout ça n'avait pour unique but que de trouver ce fameux sanctuaire ainsi que son prophète. C'est la raison qui a poussé l'Espagnol à mettre en place un projet aussi faramineux et étonnamment crédible. Ah si, quand on le regarde dans les grandes lignes, puisque ça s'est étendu sur plus d'une décennie, un délai durant lequel il a très bien pu décider de modifier ou d'ajouter de nouveaux plans, pour moi c'est globalement crédible. Et c'est la toute première fois que l'on entendra le véritable nom de l'Espagnol, Rodrigo Borgia. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Oui, je suppose que les fans des séries ou d'histoires ont tout de suite pigé de qui il s'agissait. Débarquant au port lors de l'arrivée du navire, Ezio aperçoit donc un messager chargé de transporter l'orbe d'Éden, le fameux trésor des Templiers de l'épisode précédent. Il faut donc croire que les assassins du Moyen-Orient ont fini par échouer à le protéger, ce qui augure pas trop du bon pour eux vu les méthodes des Templiers, mais Ezio repère également Mario, sans véritablement comprendre ce qu'il fait là, et choisit de suivre le porteur de l'orbe. Pourquoi seulement le suivre et pas l'éliminer pour récupérer son bien? Aucune idée. Hein? Vous croyez que c'est pour rejoindre l'Espagnol? Bah non, puisque quand Ezio apprend que l'Espagnol sera là, c'est lorsqu'il a décidé de buter le messager pour prendre sa place et rejoindre son ennemi juré. C'était bien la peine d'avoir l'air discret. Une fois que Ezio et Borgia se retrouvent face à face, Ezio élimine un des gardes et Borgia empêche les autres de l'attaquer, souhaitant s'en charger personnellement. Oh! Comparé à deux sablés qui se battaient à 15 dans un duel à 1 contre 1, c'est appréciable. Mais vu qu'il appelle ses soldats 10 secondes après, ça reste chiant quoi. Ça rend même le truc encore plus débile. Surtout en raison du fait que Rodrigo est infiniment plus costaud et résistant que ses gardes. Au passage, Ezio remet constamment en question la prophétie, soulignant la probable inutilité des machinations de Rodrigo. Sauf que celui-ci fait une nouvelle révélation. Tu prétends ne pas avoir la foi, et pourtant tu es là. Tu ne comprends pas? Le prophète est déjà parmi nous. Je suis le prophète. Maintenant, donne-moi la pomme. Pourquoi ne viens-tu pas la chercher? Sitôt son armée de soldats vaincus, vos copains débarquent, amenant une révélation de ouf gueudin. Tous les compagnons que vous avez croisés depuis le début de l'aventure étaient... des assassins. Stop! Pardon? Non, sérieux, pourquoi personne n'a rien dit à Ezio? Si encore, Mario avait trouvé Ezio trop jeune et pas encore susceptible d'apprendre toute la vérité sur la confrérie, j'aurais pu l'accepter. Mais à ce moment-là, pourquoi lui avoir tout dit? De l'orbe d'Éden, de l'existence des assassins et des Templiers. Je sais pas, si je faisais partie d'une confrérie d'assassins et que, face aux petits nouveaux, je devais taire le nom des autres membres, je leur aurais jamais parlé de l'orbe d'Éden, je leur aurais jamais parlé des prophéties, du codex, d'Altaïr. Mais non! Mario lui a absolument tout dit! À ce niveau-là, à quoi ça servait de ne pas lui révéler que la Volpe, Antonio, Bartolomeo, Theodora et tous les autres étaient membres de l'ordre? Bordel! Ça aurait tellement pu vous faciliter la tâche de travailler ensemble. Et vous savez quoi? En fait, j'ai une explication au fait qu'on n'ait rien dit à Ezio sur les autres assassins. Et cette explication est en corrélation directe avec mon coup de gueule sur sa tenue surchargée. Je pense que la seule et unique raison, c'est que les autres assassins se sont dit « On va se servir d'Ezio comme d'un épouvantail pour les Templiers. » Et il va tellement attirer l'attention sur lui que de notre côté, ça nous permettra de faire des trucs en loose dé sans trop de crainte. Parce que oui, aucun des autres assassins ne porte la tenue caractéristique. Qu'on garde le capuchon, je veux bien, mais de là à porter le sigle de la confrérie à la vue de tous, on a connu plus malin. Quand c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher, comme le tatouage de 47 dans les Hitman,
Ça peut se comprendre. Mais justement, lui, il fait l'effort de tout faire pour qu'on puisse jamais le reconnaître. Du coup, si aucun assassin ne lui a jamais dit pour sa tenue, ça doit vouloir dire que ma théorie est la bonne. Je ne sais pas pour Ezio, mais perso, je crois que je le prendrais assez mal. Peut-être même que ça me pousserait à quitter l'ordre pour aller voir si l'herbe est pas plus verte du côté des Templiers. Bref, le combat se termine et... Paola? Il est parti. What? Vous êtes en train de me dire qu'on a buté tous les gardes, que Borgia était désormais seul face à une armée d'assassins, et il y en a pas un seul qui a pensé à l'empêcher de fuir? Mais vous êtes une bande de débiles, ma parole! Une bande de débiles dirigée par le fameux Niccolò Machiavelli, qui explique qu'en réalité, tous étaient là pour assister à la venue du prophète. Et nouvelle révélation... Je me moque bien de votre prophète. Il n'est pas venu. Non. Mais toi, oui. Ok, on va dire que je l'accepte parce que là je commence singulièrement à en avoir marre. Par la suite, Ezio subira une cérémonie ancestrale symbolisant sa véritable entrée chez les assassins. Ouais, après plus de 12 ans, il était peut-être temps. Et pour marquer son intronisation, Ezio est brûlé au fer rouge sur l'annulaire. Ok, je crois qu'ils ont pas pigé le principe de discrétion en fait. Vous vous rendez compte que si jamais les Templiers s'aperçoivent que certaines personnes leur causant du tort ont la même brûlure sur le doigt, on les repérera plus facilement? À quoi ça vous sert de ne plus vous amputer d'un doigt si c'est pour le martyriser comme ça? Oh, et puis merde, envoyez la suite. Bref, Desmond se réveille soudain. Alors pourquoi? Peut-être à cause de la douleur sur son doigt? Enfin, si c'est ça qui le réveille, je vois pas pourquoi il se redresse pas à chaque fois qu'il prend un coup, mais enfin bon. On n'en est plus à ça près. Desmond veut replonger aussi sec dans l'animus, mais constate quelque chose d'assez déplaisant, il ne peut pas accéder à la suite directe de ses souvenirs, Rebecca accusant une corruption des données. Non, bordel! Non! L'ADN ne va pas se corrompre! C'est votre machine qui se foire, pas l'ADN! Parce que oui, avec l'arrivée des jeux vidéo modernes, Assassin's Creed a dû se plier à la logique capitaliste et engendrer des DLC. J'ai pas grand chose à redire dessus, ce sont de petites aventures qui n'ont pas grand chose à voir avec l'intrigue principale, et donc vous pouvez faire le jeu sans les acheter ni en connaître le contenu. Quel intérêt de savoir qu'on vous volera la pomme d'Éden à 2 reprises, puisque vous la récupérerez à chaque fois, et ce sans avoir perdu un seul proche. Je n'en ai rien à carrer. Et si vous vouliez inclure ça de façon plus logique, je sais pas, dites que selon les informations, il ne s'est plus rien passé de problématique pour les Templiers jusqu'en 1499, époque où Ezio ira affronter Rodrigo Borgia. Inutile de nous faire passer ça pour une corruption de données, avec un teasing absolument dégueulasse sur les organes reproducteurs de Catarina Sforza. Merde! Ah, au passage, on a aussi appris qu'Abstergo est sur la trace des assassins, et il semble qu'ils ne vont pas tarder à débarquer. Il s'agit donc de sauter directement en 1499, histoire de comprendre comment s'est finie l'histoire d'Ezio au plus vite. Voilà. Ça, c'est une bonne justification. Bon, quant à savoir comment ils savent que les Templiers vont débarquer, bah ils ont un réseau d'informations, donc probablement des espions qui les préviennent. Shaun se documente de son côté, et il comprend, chose qu'il s'en veut de ne pas avoir percuté plus tôt, Rodrigo Borgia est devenu pape. Bon, pour le coup, ok. On a beau être un expert dans son domaine, on a toujours besoin de se rafraîchir la mémoire sur certains détails, à moins de bénéficier d'une mémoire phénoménale. Et ça, malheureusement, c'est assez rare. Ezio rejoint alors sa confrérie et dévoile avoir enfin retrouvé l'intégralité des pages du codex. Retrouvant une inscription uniquement visible à l'aide de la vision d'aigle, putain de suroutil cette capacité, qui à la page, je vous le rappelle, ne pouvait que déterminer si des individus étaient agressifs ou pacifiques, Ezio parvient alors à déterminer l'emplacement du sanctuaire, à Rome. C'est donc pour ça que Borgia est devenu pape, afin de se rapprocher du sanctuaire, mais aussi d'acquérir le bâton papal, qui serait lui aussi un fragment d'Éden. Il y aurait donc plusieurs technologies d'Éden qui auraient survécu. Ok, pourquoi pas. Ezio part donc, tandis que ses compères se chargent de semer la confusion dans la ville, histoire de s'assurer que l'assassin ait le champ libre tout du long. Ouais. Ou alors vous auriez pu tous vous infiltrer en même temps, ce qui aurait à mon sens eu plus de résultats, mais bon. Ezio s'infiltre dans le Vatican, à sa façon évidemment, et finit par tomber sur Borgia au sens propre du terme, le tuant de sa lame et wow! Ah non! Non, ça je tolère pas! Je viens de lui sauter dessus et de lui planter ma lame dans la gorge! On l'a vu que je lui perce sa carotide! Il peut pas avoir survécu, putain! Rodrigo se sert du bâton papal pour repousser l'assassin, il élimine l'intégralité des témoins au passage, sauf qu'Ezio demeure insensible, protégé qu'il est par la pomme, et... Ok, voilà, ça c'est cool. Ça, c'est un fantasme. Très souvent, dans les jeux vidéo avec du fantastique, quand on tombait sur un ennemi doté d'un artefact qui lui conférait des super pouvoirs, comme dans les premiers Tomb Raider par exemple, il n'y avait aucun moyen d'en bénéficier lorsque vous récupériez l'artefact en question.
pour le coup, c'est plutôt une bonne chose qu'Ezio ait appris à se servir de la pomme. Enfin, il aurait pu faire un peu plus que se créer quelques doubles. Hein. Parce que là, Borgia a 10 ans de plus, c'est donc encore plus un vieillard croulant, mais il a toujours la pêche pour distribuer des patates. Après, peut-être que le fait qu'il manie le bâton lui donne une seconde jeunesse, mais j'ai du mal à y croire. Parce que dans toute la licence, à aucun moment les artefacts d'Eden n'ont eu l'air de pouvoir améliorer la santé. Mais bon, pourquoi pas? Mais en fait, vous gagnez le combat, mais en fait non, et en plus, vous perdez l'orbe avant que Rodrigo ne vous remercie d'un bon coup de poignard dans l'abdomen. Mais fuck it, c'est Ezio. C'est pas un coup de lame mortel qui va l'arrêter, l'handicaper ou lui enlever ne serait-ce qu'un putain de point de santé. Vous le sentez, vous aussi? Le combat qui traîne en longueur, avec des retournements débiles toutes les 5 secondes? Oui, c'est encore plus chiant quand vous devez les subir manette entre les mains. Grâce à la vision d'aigle, Ezio repère sans peine le faux sol qu'il ouvre, cette vision d'aigle est un putain de Deus Ex Machina à elle seule, et il rejoint Borgia, bloqué dans les sous-sols, le sanctuaire refusant de s'ouvrir devant lui. Au passage, le bâton et la pomme ont disparu, malgré le fait que Borgia ait toujours une aura de Super Saiyan. Et l'assassin le défie en un duel à coups de poing, durant lequel, là encore, Rodrigo se débrouille sans problème. Finalement, vous gagnez vraiment cette fois, et on a une ultime confession, durant laquelle Ezio choisit d'épargner son adversaire. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit là d'une belle connerie, et que Rodrigo va en profiter pour tenter d'attaquer une nouvelle fois Ezio par derrière. Cependant, pour le coup, je l'accepte. Pourquoi? Pour ça. C'est impossible! Tu ne peux pas! C'est ma destinée! La mienne! C'est moi le prophète! Rodrigo n'est pas juste vaincu, il est détruit. Depuis des décennies, il travaille d'arrache-pied afin de devenir le prophète. Il s'est convaincu qu'il était l'élu d'une prophétie ancestrale censée lui apporter un pouvoir incommensurable. Pour au final se rendre compte que ce n'était pas pour lui. Et que tout, absolument tout ce qu'il a fait depuis bien avant le début du jeu, n'a servi à rien. Ou plus exactement, ça a servi au vrai prophète, qui est un autre que lui. C'est pas pour rien qu'il demande à Ezio de l'achever. C'est parce qu'il a compris qu'il a perdu sa raison de lutter. Il a carrément perdu sa raison de vivre. Ezio l'épargne parce que Borgia n'est plus une menace. Le héros s'approche donc du bâton imbriqué dans la pomme, qui sont plantés au centre de la pièce alors que depuis son arrivée il y avait strictement rien, paye ton level design, ce qui permet d'ouvrir la porte du sanctuaire. Et c'est là qu'Ezio aura droit aux révélations parmi les plus lourdes de sens et les plus dramatiques qui m'a été donné de voir dans un jeu vidéo. Les précurseurs, représentés ici par un hologramme d'une certaine Minerve, s'adressent à nous. Oui, à nous. Pas à Ezio, elle le regarde à peine. En revanche, elle fixe la caméra presque continuellement, afin de nous porter un message d'une grande importance. Et quand Ezio lui dit qu'il ne la comprend pas... Vous tenez des propos qui n'ont aucun sens. Nos paroles ne te sont pas destinées. En effet, il y a bien longtemps, un cataclysme solaire s'est produit, réduisant les populations des humains et des précurseurs à une poignée, les condamnant à travailler main dans la main pour tout reconstruire. Et le message est clair. Bientôt, la catastrophe se reproduira, et le seul espoir de l'humanité résidera dans d'autres temples des précurseurs, dans lesquels une hypothétique solution pourrait se trouver. Les révélations obtenues, enfin moyennement pour Ezio, qui mérite quand même la palme de récompense de fin de jeu la plus ingrate que j'ai jamais vue, voilà que Desmond est sorti de l'Animus en 4ème vitesse, les Templiers ayant rappliqué et commençant à envahir le repère. Lucie nous lance une lame secrète et nous entraîne dans le hangar afin de réserver un accueil chaleureux aux Templiers. Vidic en profite pour allumer un brin Lucie, lui rappelant qu'elle n'est pas plus innocente que les Templiers, et c'est parti pour la baston. Attendez, quoi? Ok, je veux bien admettre que se battre contre les Templiers ça peut être cool, mais là faut fuir. Parce que oui, vous pensiez que les Templiers ayant repéré une des dernières poches d'assassins sur le globe allaient envoyer toute une milice privée armée jusqu'aux dents pour tout mitrailler jusqu'à ce que plus rien ne bouge? Eh ben non. Ils envoient une dizaine de gardes avec des matraques. Alors ok, ils veulent sans doute récupérer Desmond vivant. D'accord, mais je suppose qu'il y a mieux. Surtout s'il est entouré d'assassins qui sont des pros du corps à corps. Mais non, la baston c'est bien. Et une fois les gardes à terre... Haha! Vidic est dans son camion! Je vais pouvoir le... Pourquoi je peux pas monter? Non mais sérieux, je pourrais facilement choper la jambe de Vidic et le ramener par terre. Donc, je résume. Vidic a découvert leur repère, il a envoyé une dizaine de Gugus armés de matraques, et en les voyant se faire massacrer, il s'enfuit. Et pas à tombeau ouvert, hein, non, il prend son temps. Et c'est ainsi que le jeu se termine. Ouf. Putain, c'était dur. Le scénario de l'épisode précédent était tellement bien pensé, il avait tellement peu de défauts. Putain mais celui-ci, je sais pas qui vous avez engagé comme scénariste, mais virez-le. Après il faut pas cracher sur l'intégralité du jeu, l'univers est très vaste, très bien détaillé, j'ai vraiment eu l'impression de visiter Florence, Venise et Rome. C'était super agréable et vraiment cool.
Bon après, comme avec le premier, n'essayez pas de vous dire que vous assistez à une reconstitution exacte de l'histoire. Certains personnages n'ont jamais existé, ou alors il y a si peu d'informations à leur sujet qu'on ne connaît même pas la date de leur mort. Et pour d'autres, les informations divergent avec ce qu'on a dans le jeu. Pour l'exemple, le personnage de Vieri De Pazzi n'a jamais existé. Bernardo Baroncelli a été arrêté et pendu. Mais pour moi, ça passe. On reste suffisamment cohérent avec la réalité, mais on s'amuse un peu quand même quoi. Du coup, les scénaristes auraient pu se faire un peu plus plaisir en termes de gameplay, histoire de rendre le scénario moins forcé. Et autant je n'ai que du bien à dire sur l'intrigue dans sa structure globale, conjuration, complot, tout ça, mais putain, sitôt qu'on fait gaffe aux détails, c'est hallucinant le nombre d'incohérences qui vous sautent à la gueule. Et pire encore, je suppose que vous avez remarqué ce qui a fait son apparition depuis le premier épisode ? Ouais, le manichéisme. Avant, assassins et templiers n'étaient pas très différents les uns des autres. Ils avaient exactement le même but, tout faire pour garantir la paix. La seule différence étant que les templiers voulaient contrôler le monde pour empêcher les guerres, là où les assassins souhaitaient que chacun ait droit à son libre arbitre. Chaque camp avait ses failles et ses qualités. Et là, qu'est-ce qu'on a ? D'un côté les assassins, qui sont tout gentils, tout propres, tout parfaits, et de l'autre les templiers qui sont égoïstes, vicieux, sadiques, manipulateurs et qui n'ont rejoint l'ordre du temple que dans un seul et unique but, acquérir le pouvoir et devenir riches. Ils sont passés où les mecs qui se battaient pour un idéal plus noble qu'eux ? Non parce que là, il me manque. En fait, les mecs qui ont fait le scénario d'Assassin's Creed 2, on leur a juste fait un résumé très rapide du premier, je vois pas d'autre explication. Alors mon gars, la suite du jeu que tu dois faire, c'est des assassins avec des capuchons blancs, c'est des gentils. Ils se battent contre les templiers, c'est les méchants. C'est tout ? Ouais, c'est tout. Attendez, petite recherche, qui a fait le scénario du premier jeu ? Cory May. Ok. Et pour le deuxième, Cory May aussi. Ah, c'est bien la preuve qu'on est capable du meilleur comme du pire. Ah, et en plus, les templiers sont sexistes. Vous me croyez pas ? Les assassins ont 2 femmes dans leur groupe. Les templiers n'ont que des hommes. Quand je vous dis qu'il y a un souci de manichéisme, et ça se voit d'autant plus avec le système des confessions. Vous vous souvenez ces moments où Ezio et sa victime discutaient avant la mort ? Dans le premier épisode, il y avait vraiment besoin de ces confessions, parce qu'elles apportaient un plus à l'histoire et aux interrogations d'Altaïr. Et là, elles ne servent plus à rien. Tu espérais peut-être une confession ? Et on va en finir avec l'ultime révélation, c'est-à-dire la vidéo cryptée dissimulée dans l'Animus, que je vais vous diffuser dans son intégralité. Adam, je l'ai. Attention! Wow. Franchement, ça, c'était une putain de révélation. Assassin's Creed 2 avait clairement un scénario bancal si on faisait gaffe aux détails. Mais il avait le mérite de nous faire découvrir des trucs qui nous scotchaient sur place. Bien! Ça, c'était pour Assassin's Creed 2. Comme vous avez pu le voir, tous les défauts n'ont pas disparu, même si les développeurs ont eu l'intelligence d'ajouter quelques tonnes de nouveautés par-dessus. Ce qui a un peu réduit la frustration. Et même si le scénario mériterait clairement des modifications pour être crédible, ça passe quand même. Malheureusement, ça va pas durer. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, il était sacrément long, mais là il y avait beaucoup de trucs à dire. Sur ce, vous connaissez la suite, hein, abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, nana. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois à bord de l'Universalis. Salut à tous!